Bonjour Sarah, ravi d'être avec toi ce matin. Salut Joris. Du coup, je suis vraiment très content de faire cette interview de Sarah Coton, facilitatrice, parce qu'on a bossé ensemble et puis parce que je suis assez intéressé de montrer qu'il y a plein de parcours différents en fait pour faire de la facilitation. Il y a des gens qui viennent de l'industrie, de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, des gens qui sont passés par des formations très spécifiques ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment plein de diversité. Toi, Sarah Coton, qui es-tu comme facilitatrice aujourd'hui? Moi, je suis une facilitatrice salariée d'une association qui s'appelle Sicabule. Donc, j'ai la chance d'être salariée. C'est pas le cas de tous les facilitateurs et facilitatrices, je pense. Et je suis quoi comme type de facilitatrice ou juste Oui, oui, après, tu je ne peux sais pas quel type de dire un petit facilitatrice je suis, peu. mais je suis aussi une facilitatrice qui fait beaucoup de formation. Du coup, je fais de Voilà, la facilitation et beaucoup de formation. Donc, je suis OK. moite-moite formatrice, moite-moite facilitatrice. Et en tant que facilitatrice, tu interviens sur quel terrain de travail en ce moment? Beaucoup les associations et Ouais, les collectivités territoriales, les OK, mairies, quoi. OK. Et Très peu les entreprises. qu'est-ce qui a été ton parcours, toi, qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui professionnellement et aux compétences que tu as aujourd'hui pour faire de la facilitation? Et ben, moi, mon parcours, ça a été d'être animatrice, puis directrice de centre de loisirs et de colo, et du coup, de travailler dans les milieux de l'éducation populaire, et également, du coup, de faire de la formation BAFA. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à ensuite devenir facilitatrice. C'est que tous les outils que on a pu développer en tant que formateur et formatrice BAFA sur des longues périodes de 8 jours où du coup il faut réinventer de la pédagogie pour adultes et faire travailler un groupe d'adultes qui ne se connaît pas ensemble, quoi. On a développé pas mal d'outils et de compétences de facilitation en fait qui n'étaient pas forcément de la formation mais qui Mhm. en y réfléchissant étaient de la facilitation. Et ensuite on a un peu transmis ça sur toutes ces compétences et ces savoir-faire, transmis ça au service de la facilitation. Parce que Donc du coup, vraiment issu du peuple. une formation BAFA où il y a 40 personnes en internat qui ne se connaissent pas pendant 8 jours, il y a une dimension vraiment facilitation de quoi? De la vie de groupe, de l'organisation De, collective. de la vie collective, oui. Enfin, après, de tout, mais de la vie collective, oui, effectivement. On a beaucoup de temps. Moi, c'était en plus mes temps préférés. C'était tout ce qui touchait à trait à la vie collective et la vie quotidienne. Donc, vie quotidienne, c'est vraiment l'organisation du fonctionnement du groupe pour tout ce qui va être les tâches quotidiennes, le ménage, le repas, tout ça, tout ça. Et la vie collective, ça va être de travailler autour de la dynamique de groupe, quoi. Donc, rien à voir avec la question des tâches quotidiennes, ça peut influencer, mais vraiment la dynamique de groupe et avec des gens qui ne se connaissent pas, des gens d'âge très différents. Parfois, il y a des gens qui ont 17 ans et d'autres qui en ont 50 et qui cohabitent dans le même lieu. Donc, Ça, c'est ce qui t'a vraiment permis de comprendre c'est quoi un groupe, qu'est-ce que moi je peux faire pour animer un groupe, pour faciliter un groupe. Je te vois dire oui, donc j'imagine que oui, je te laisserai la parole juste après, mais ça et d'autres choses aussi, d'autres expériences de collectif, ça peut être de la coloc à un tour du monde à vélo avec 12 personnes, enfin il y a des gens que j'interviewe qui me parlent aussi de ça, d'expériences de coloc qui les ont formés aussi, entre guillemets, en termes de vie de groupe et gestion du collectif, quoi. je pense qu'en premier, c'est les formations BAFA. Ok? Et après, faut la coloc, j'ai pas eu forcément, j'en ai eu plein d'expériences, mais c'est pas forcément ça qui m'a le plus forgé. Et après, ça va être tous les collectifs, les associations dans lesquelles j'étais bénévole, où du coup, on a dû réfléchir, où il y avait une volonté de toutes ces associations de vouloir réfléchir au fonctionnement collectif. Moi, il y a plein de personnes qui sont bénévoles dans des assos et qui sont pas forcément là sur la gouvernance, sur le fonctionnement de l'asso, mais qui ont une tâche très précise et qui vont pas se retrouver à réfléchir à ça. Alors que moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Donc, on va Ok, dire, oui, mon expérience de bénévole dans d'autres associations, quoi. Et dans d'autres ok. collectifs de personnes qui réfléchissent à ça, quoi. Et où tu étais finalement membre du groupe, c'est ça? Tu étais Oui, la bénévole, main, membre de voilà. l'association. Et du coup, tu as t'as des expériences qui ont marché, qui n'ont pas marché. C'est les deux t'ont nourri, où tout a marché. Ah, tout a marché. Non, genre, sur quoi? Sur le BAFA ou sur Non, non, sur les expériences les... de bénévoles en association, parce que du coup, il y a en effet cette dimension BAFA, et puis là, tu parles aussi d'une expérience de projet collectif où il y a quelque chose qui est un petit peu plus entre pairs, quoi. Entre pairs bénévoles, où il y a cet essai d'auto-organisation avec ce que tu décris comme, comme, voilà, comme un Bah, engagement qui t'a construit aussi.
Bah, moi, je dis oui, bah non, mais ça ne peut pas tout le temps tout marcher. Mais du coup, j'ai trouvé quand même que dans les collectifs dans lesquels je faisais partie, il y avait une volonté constante de se réinterroger sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et de le mettre au travail. Et d'accepter les échecs et de s'en nourrir pour après repartir dessus. Donc, oui, il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a eu des moments où on a dû licencier des personnes. Il y a eu des moments où on a. Enfin, voilà, c'était pas des moments super cool, mais où du coup, le collectif a été là pour prendre en charge tout ça et de réfléchir, essayer de manière intelligente, quand même, un minimum, comment on passe ces épreuves, quoi. Je vais pas, là, je vais pas faire tout l'historique de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, mais en tout cas, enfin, l'impression que quand il y a une volonté collective de se réinterroger et de vouloir trouver ensemble des solutions qui conviennent au maximum de personnes, bah oui, oui, c'est normal qu'il y ait tout le temps, tout le temps, tout le temps du travail à faire, mais c'est la vie du truc et du coup, ça fonctionne, quoi. Et ce vécu, ces expériences, cette analyse aussi de, par exemple, un des leviers qui fait qu'un projet fonctionne pour un groupe, c'est des choses Mhm. qui te servent quand tu interviens, toi, de manière extérieure à un groupe en facilitation. Bah, Tu j'essaye que repenses ça. des fois à des expériences que tu as eues où tu te disais, bah, là, j'étais dans le groupe, là, aujourd'hui, je suis facilitatrice à Mm. l'extérieur du groupe, mais j'y vois des parallèles, par exemple. Ah oui, très souvent. Après, j'essaie de pas trop caler pour pas faire un biais de caler mon expérience qui est propre avec un contexte très particulier. Tous les contextes sont différents. Du coup, j'essaye de quand même pas trop le caler. Mais oui, il y a des moments où, dans notre asso à Sicabule, il y a beaucoup de temps de séminaires où on construit des outils qui vont nous servir à nous pour réfléchir sur notre fonctionnement, sur des orientations stratégiques, sur des choses comme ça, enfin bref, tout ça. Et des fois, je dois accompagner, faciliter un groupe. Et là, je me dis, ah, mais cet outil qu'on a utilisé, qu'on a créé, il pourrait être. Alors, bien sûr, je le recale pas exactement, mais oui, ça me sert. Et puis pareil, sur l'autre association dans laquelle j'étais bénévole, tous les outils de gouvernance, ça me parle. Après, bien sûr, on va jamais calquer un modèle sur un autre, mais Mhm. oui, je m'en inspire complètement. Puis surtout qu'en plus, en tant que personne ayant vécu cette méthode, on est quand même, on sait là où ça fonctionnait pas et où comment l'améliorer, quoi, en l'ayant déjà vécu une fois. Donc, forcément, oui, ça sert. Ok. Et tu parles un petit peu là de ta précaution à ne pas finalement, j'ai l'impression, influencer le groupe sur sa production, sur le fond, sur les sujets de travail. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. On ne peut pas se permettre, selon toi, quand on est facilitateur, d'apporter du contenu, d'influencer, d'accompagner de manière plus ou moins subtile un groupe vers là où nous, on pense que ce serait bien qu'il aille. La fameuse question de la neutralité qui fait débat, enfin non, hein, qui fait pas spécialement débat dans le milieu de la facilitation, ce que c'est dit comme neutre. Moi, je suis pas très fan de ce mot-là, de la neutralité du truc. Bah, où je disais qu'en formation de facilitation, on interroge la notion de neutralité et que moi, j'aime bien que les gens s'en saisissent et réfléchissent à ça et que du coup, il faudrait pas qu'ils voient cette vidéo avant de... parce qu'ils auraient mon avis. Mais bref, c'est pas grave. Moi, la neutralité, pour moi, elle n'existe pas dans le sens où on est des êtres subjectifs et où du coup, on a nos valeurs et nos manières de percevoir et de se dire que ça nous plaît plus qu'une autre chose quand on facilite un groupe. Après, on se met d'accord en amont aussi sur moi. Et du coup, là où moi, je vais plus me concentrer, ça va pas être sur le contenu, à part si vraiment je le maîtrise, donc on me l'a demandé, parce que ça arrive, hein, que des fois, en facilitation, on nous demande quand même des outils de prise de décision, enfin, on nous demande des manières de fonctionner. C'est sûr que si c'est sur un truc très concret, genre comment, je sais pas moi, un truc sur le fond, moi, j'y connais rien, ça jamais, je vais me permettre de donner des conseils. Mais par contre, sur des manières de fonctionner, s'ils sont un peu, si c'est un peu compliqué pour eux, je peux des fois me permettre de leur dire, bah ça existe. En tout cas, ça existe. Après, je leur dis pas, il faut exactement faire ça, hein. Du coup, Hum, c'est des fois un peu le tendancieux entre la posture de formatrice et de facilitatrice. hum. Et après, des fois, pas du tout. Des fois, non, non, on a un déroulé extrêmement clair où je vais pas faire en sorte d'influencer. Et là, la neutralité, on essaie d'être au maximum neutre. Et du coup, des fois, ça nous fait bien, hein, enfin, ça nous embête un peu de noter un mot qui nous plaît pas, voilà, mais c'est comme ça. Si on le fait pas, on a parfois enfin, ça va influencer sur la participation. Et après, c'est qu'est-ce qui va être fait de ces mots-là, mais voilà, c'est tout est
pour moi, la question d'influence ou non du collectif, elle existe de par le fait de nos méthodes qu'on utilise. Mmh. Mais, Mais mais du c'est coup, tu visible. parles de méthodes d'intervention pour apporter finalement une manière de faire, des outils qui peuvent aider. Mais par exemple, quand tu accompagnes un groupe qui veut faire évoluer sa gouvernance, est-ce que toi, tu as un petit peu un avis en amont du travail de facilitation, de te dire, bah, ce serait quand même bien qu'ils arrivent à ce système de gouvernance-là ou à ce système de gouvernance-là, ou est-ce que finalement, tu les laisses aller vers le système de gouvernance qu'ils veulent, même si toi, tu penses, en analysant un petit peu la structure, que ce n'est pas le mieux? Bah non, non, moi je leur fais faire ce travail à eux, hein, sur quel système de gouvernance ils veulent, quels sont leurs objectifs, vers où ils mènent. Et donc ça, pour moi, c'est la première étape quand on construit une gouvernance collective, c'est quel type de gouvernance on veut, pas type dans le sens sociocratie, holacratie, machin truc, mais qu'est-ce qu'on veut que permette cette gouvernance, qu'est-ce qu'on veut qu'elle évite peut-être potentiellement. Et du coup, il va y avoir une sorte d'objectif commun qui va être créé et c'est vers là où on va essayer de s'orienter. Et du coup, moi, genre, je vais les orienter vers ce qu'ils ont, enfin, je vais les aider à arriver là où ils ont décidé en amont de vouloir y aller. Et bien Ok, sûr, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec cet objectif commun, c'est peut-être là où moi je vais intervenir et leur dire, bah non, là, il y a un truc qui va pas, vous voulez que tout le monde participe, mais là, il y en a trois quarts qui, en fait, sont pas forcément d'accord. C'est là où moi je vais intervenir, mais c'est pas sur leur, si tout le monde est vraiment ultra enthousiaste, qu'ils ont analysé, qu'ils ont pris tout le temps pour analyser ce qu'ils veulent, qui sont mis d'accord là-dessus et qui sont enthousiastes là-dessus, je suis rien pour leur dire que c'est pourri ce qu'ils y vont. Parce que genre, je ne sais pas leur contexte, enfin bref, non, non, mais non, 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 tu es mais garante heureusement. finalement à la fois d'un cadre et comment dire, de, de faire attention qu'il n'y ait pas, dans ce que tu dis, j'ai l'impression, une mainmise de certains sur la construction ou sur la Mm. décision et que ce soit bien clair, euh, enfin, clairement compris par tout le monde, les enjeux, ce que ça implique, etc. C'est ça, toi, tu es plutôt Mm. gardienne de l'équité de participation, d'une certaine justice dans le groupe et du cadre, plus que là pour dire il faut prendre ce chemin ou ce chemin-là. Ça te convient comme reformulation? Oui, oui, c'est ça. Après, de toute façon, il y a c'est ça, c'est l'idéal, mais après, il y a des enjeux de pouvoir qui existent dans tous les cas dans des groupes comme ça. Et du coup, des fois, tu en as en off qui viennent te dire que ça, que si, donc il faut être quand Mmh, même attentif à ça, quoi. Et des fois, tu en as que tu t'apprécies plus que d'autres, quand même, des participants ou tu te dis, ah, alors, bon, et du coup, c'est un peu de l'analyse aussi en soi. Donc, c'est un peu c'est se laisser le temps à soi, des fois, quand on voit que c'est un peu le flou, et laisser le temps aux participants de comprendre ce qui se passe aussi, parce que des fois, ouais, il y en a, ils sont contents, ouais, c'est génial et tout, puis après, ils réfléchissent un moment, puis il y a des trucs où ça va pas, quoi. Donc, là, le temps ok. d'appropriation aussi, de dire est-ce que ça me va, enfin, je pense qu'il y a ça qui est important et qu'on ne laisse pas forcément le temps, hein, tout le temps. euh, pendant les facilitations, ça, quoi. Ok. Ça va trop vite. Bref. Et pour terminer avec nos deux dernières questions, l'interview par une autre entrée, toi, tu as quoi comme formation initiale, formation universitaire, et est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ce que tu fais? Alors moi, j'ai une licence et un master en sciences de l'éducation. Mhm, Et alors, est-ce que ça me sert dans ce que je fais? Actuellement, tout de suite maintenant, je pense que non, sur le cursus universitaire, sur le fait d'avoir étudié ces trucs-là, ça me sert parce que je fais beaucoup de formations de formateurs et du coup, j'ai quand même deux, trois notions sur sur ça, mais les sciences d'éducation sont très axées sur le public enfant. Et moi, mhm. maintenant, je suis vers le public adulte. Donc, certes, il y a des choses qui se transmettent, hein, sur la pédagogie active et tout. Mais on va dire que moi, ce qui m'a le plus servi, c'est le fait d'avoir fait un stage et d'avoir développé des compétences grâce au stage de master, mais pas forcément mon master en soi. Après, si, sur la question de devoir rendre des appels d'offres dans un temps limité ou ben ça, c'est comme quand on a un partiel, quand on se fait juger sur c'est comprendre le cahier des charges et répondre au mieux comme un partiel. Donc peut-être que ça m'a aidé, mais sinon, en tant que posture de facilitatrice, réflexion de prise de parole en public, alors là, c'est pas du tout la, la fac qui m'a aidé, mon cursus universitaire, quoi. Et en termes de formation continue, il y a des choses qui aujourd'hui te paraissent particulièrement utiles dans de ce que tu as pu faire, des Mm. formations de quelques jours parfois, mais Oui, bah, on a fait pas mal de formations. Alors, toutes les lister, là, ce serait compliqué, mais si tu devais en reprendre deux qui t'ont deux, marqué et je qui influencent ta dirais, pratique aujourd'hui.
La formation sur la communication non violente, alors là, je dirais pas que j'utilise la communication non violente, pas du tout. Par contre, ça m'a fait découvrir la question des besoins humains. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin, une grille de lecture qui est intéressante. Après, je m'en sers que là-dessus, et puis sur la question des émotions aussi, Ok. pour comprendre un peu comment les gens sont et quel besoin n'est pas rempli. Et du coup, ça peut être une grille de lecture qui peut être intéressante. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a servi dans mes formations et dans mes facilitations de comprendre quel besoin on nourrit. Et là, dernièrement, je me suis formée à la socianalyse. Alors, c'est vraiment une méthode assez grosse, quoi, mais en tout cas, si, c'est pas, alors encore une fois, c'est pas sur la posture, la manière de faciliter, mais sur la manière de comprendre le groupe, sur des trucs très, très intéressants, sur des dynamiques de groupe, sur l'institutionnalisation, je vais y arriver, l'institutionnalisation, l'anti-institutionnalisation, et du coup, de comprendre les conflits dans un groupe, qu'est-ce qui se joue, qui est l'institutionnel, enfin bref, tout ça, tout ça. Des trucs très intéressants sur le principe de dérangement, le principe de non-savoir, il m'a aussi vachement intéressé sur en quoi, en fait, on n'a peut-être pas besoin de savoir ce qui se passe avant d'arriver dans un temps de facilitation alors facilitation, accompagnement de problématiques collectives, hein, pas Mhm. facilitation d'un séminaire de 150 personnes où on doit faire des tables de 10, hein, mais Mhm. le principe de non-savoir, ça veut dire que si je ne sais pas, et il y a plein de gens qui vont essayer de m'expliquer, du coup, en essayant de m'expliquer ce qui se passe dans la situation, ils vont tous apporter leur point de vue, leur pierre à l'édifice, et du coup faire un savoir commun. Et donc, en fait, si moi j'avais déjà eu des choses, il y aurait peut-être des choses qui ne se seraient pas dites si je l'avais balancé moi. Alors que si on essaie de m'expliquer, et ben en fait, tout le monde arrive à un savoir commun et ça, c'est super intéressant. Ça m'a servi dans la compréhension et dans peut-être une posture un peu, une autre posture, quoi. Ok. Voilà. Et dernière question, les défis de demain pour toi. La Sarah Coton facilitatrice 2025-2030, comment tu te projettes ou peut-être à moins long terme, mais est-ce que tu as un défi en 2022 que tu as envie de relever, quelque chose que tu as envie de tester, une formation que tu aurais envie de faire pour toi? Comment tu te vois avancer? Euh, Là, en ce moment, on a quand même pas mal de choses enfin, qui arrivent et qui m'interrogent sur la question de la démocratie participative et Mhm. des concertations citoyennes où nous, on intervient sur des concertations assez ponctuelles, mais du coup, moi, peut-être le défi qui m'intéresserait et qui me pose question, c'est cette question du pouvoir citoyen dans les collectivités, donc mairie, hein, moi je m'arrête à peu près à cet échelon-là, mais sur la question du budget participatif, sur la question de comment on passe, alors ça surtout c'est la grande question de l'intérêt individuel à l'intérêt général, à l'intérêt Mhm. collectif, parce que souvent dans les concertations publiques, les gens viennent pour un petit truc qui les dérange et pas pour un intérêt collectif. Et comment on fait passer les personnes à ce petit truc-là qui a trop de crottes de chien sur leur trajet pour aller à la boulangerie, à un truc plus global. Voilà. Mais du coup, je pense que ça serait un peu quelque chose qui m'intéresserait. Et puis la facilitation longue, moi je préfère faciliter de manière, enfin, un collectif, l'accompagner Le suivre pour sur qu'il une longue arrive. période? Voilà, suivre sur une longue période, ça c'est vraiment des choses où vraiment de A à Z, c'est quelque chose que je préfère à de la facilitation courte d'une journée, Ok. même si c'est intéressant, quoi. Merci beaucoup, Sarah, pour cette interview. Ah, de rien, Joris Darfin. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu. Ce travail de collecte de témoignages de facilitatrices et de facilitateurs permet de composer une galerie de portraits. Ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des exemples de parcours, d'expériences, de compétences qui amènent à faire de la facilitation de manière professionnelle. Vous pourrez trouver d'autres portraits de facilitatrices et de facilitateurs sur la chaîne YouTube. Si ce contenu vous a plu, si ce travail vous permet vous aussi de vous questionner, d'avancer, n'hésitez pas à le faire connaître, à partager, à liker, à commenter. Et puis vous pouvez aussi soutenir plus directement ce travail de production et de mise à disposition que je fais grâce à mon compte Utip sur lequel vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. Merci à vous, à bientôt.